Bonjour, c'est vous, hein? C'est vous. Très bien. Comment allez-vous? Ça va bien? Alors tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation. Je voudrais simplement dire que, effectivement, lorsque je n'interviens pas régulièrement dans la presse, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce que je pense que lorsqu'il faut intervenir, c'est lorsqu'il est nécessaire. Vous vous souviendrez que, avec des membres du gouvernement, de ma commission, j'ai sillonné pratiquement tout le pays. Du Bas-Congo, au Katanga, au Kasaï, à la province orientale. Il nous restait les 2 Kivu à faire. Ces voyages nous ont permis de palper les réalités du pays, en matière économique, même en matière sociale, en matière financière. Tous ces voyages ont permis également qu'on se rende compte du problème crucial que traverse notre pays en matière économique et financière. Je le répète également social, parce qu'on ne peut pas passer à côté du social lorsque nous voyons dans quel état de délabrement se trouve le tissu économique de notre pays. En ce qui concerne les exonérations, depuis le mois de septembre, c'était une des premières mesures qui a été prise par le ministre des Finances de l'époque, c'est de supprimer toutes les exonérations. Nous avons bien dit toutes les exonérations. Au niveau de l'exécution, il a fait que dans certaines matières, pour certaines compagnies qui bénéficiaient, il y a eu des abus. La GECAMIN, l'AMIBA ont utilisé ces exonérations pour leur entreprise à d'autres fins. Nous avons demandé, nous avons rappelé de mettre fin à ces pratiques. Vous avez parlé de l'impunité, vous avez raison. De la fraude, vous avez raison. Vous allez entendre dans les heures qui viennent que les grands responsables de l'OFIDA, au niveau du Kasaï oriental, au niveau de Mweneditu, vont être suspendus à cause de fraudes massives organisées, notamment dans le domaine du carburant, à ce sujet-là. Le gouvernement ne veut absolument pas, dans les mesures de redressement au niveau des recettes publiques, être passif, laxiste, dans les cas de fraude qui sont générés par des responsables des entreprises, lequel nous attendons qu'elle contribue au budget de l'État. Cela dit, je voudrais simplement vous rassurer ici que le code d'investissement est une politique qui a été menée au niveau des gouvernements, y compris les gouvernements précédents, pour attirer les investissements. C'est à travers cette politique qu'effectivement des avantages fiscaux sont donnés. Aujourd'hui, une des critiques qui est faite à notre pays, c'est l'insécurité tant judiciaire que juridique. Ça veut dire qu'on signe des contrats, on donne des accords, on accorde des licences et puis on les retire. On ne peut pas. Un code d'investissement est un accord entre une entreprise et le gouvernement. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et supprimer des codes d'investissement. Ce serait dramatique pour la confiance des investisseurs vis-à-vis du pays. Ce qu'il appartient au gouvernement, c'est pour l'avenir de faire en sorte que ce type de code d'investissement qui ont été donnés à les entreprises qui ont choisi le Congo comme terre pour les investissements, que ces codes d'investissement puissent être mieux scrutés, mieux identifiés, que les avantages qui leur seront donnés puissent être effectivement pour un apport certain au niveau... Excellence, Monsieur le vice-président de la République, d'aucuns savent que l'un des objectifs que vous poursuivez est notamment l'amélioration de l'environnement général.
en vue de permettre notamment au secteur privé de jouer ce rôle moteur dans l'économie nationale. Mais à ce niveau, présentement, on note une polémique. Les uns disent qu'il y a une éclaircie dans le secteur privé, d'autres par contre affirment que nous sommes encore dans le brouillard. Alors je vous pose la question, Excellence, quelle est la lecture que vous faites actuellement du secteur privé de notre économie 9 mois depuis que vous êtes aux affaires? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation porte sur le budget de l'État, le budget 2004. Il n'est plus un secret pour personne que 53% de ces budgets proviendront des ressources extérieures, des ressources étrangères. Alors je pose la question, quel répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes prisonnier des partenaires extérieurs et que de ce fait vous êtes incapable de répondre notamment aux attentes des agents de l'État? Merci. Tout d'abord, je peux vous rassurer que les indicateurs macroéconomiques sont vraiment au vert. Et le taux de croissance est redevenu positif en 2030, avec plus ou moins 5% de taux de croissance que nous avons atteint. Les estimations du taux de croissance pour l'année 2004 avoisineront entre, je suis optimiste en disant, aux alentours de 8%. Ce sont également les spécialistes qui nous l'informent. Je peux vous confirmer également que les mesures qui ont été prises avec le gouvernement au niveau de la maîtrise des indicateurs macroéconomiques, l'inflation qui a été maîtrisée à 4%, le taux de notre monnaie qui est stable depuis les 9 derniers mois et qui s'est même raffermi, le taux de production au niveau dans le secteur industriel, dans le secteur agricole, font que je peux vous dire que la relance économique est en route. Ça que personne ne doute. Nous avons des chiffres certains au niveau de l'Union des banques congolaises qui nous donnent un montant important d'accroissement au niveau des demandes d'investissement. Ce sont des indicateurs importants. Nous avons également des informations au niveau des paramètres, notamment à Matadi, du taux à l'exportation et à l'importation des marchandises. Ce sont des indicateurs qui sont importants. Plus de 40% d'augmentation en volume. Et je peux vous dire que d'une manière globale, certaines entreprises, notamment dans la minoterie, qui hier encore faisaient 4 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, sont passées en 6 mois à doubler à 8 millions de dollars. Le secteur brassicole, limondadier, a vu une augmentation de ses volumes de l'ordre de 20%. Et la baisse sensible du prix du ciment, qui va encore s'accentuer par les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour réduire le prix du sac de ciment, pour relancer également le secteur de la construction. Et vous savez que le secteur de la construction est un secteur qui consomme beaucoup de main-d'œuvre. Donc le gouvernement, dans sa politique, veut, par des allègements fiscaux, arriver à réduire le prix du sac de ciment. Nous voulons et nous comptons sur les entreprises privées pour qu'elles soient la locomotive au niveau de la reprise économique. C'est capital, c'est important. Nous voulons stimuler ces opérateurs économiques, petites, moyennes entreprises, grandes entreprises. Nous voulons que les nouveaux opérateurs s'intéressent au Congo. C'est comme ça que vous voyez des délégations venir, étrangères, pour s'intéresser à notre pays, et il faut les encourager. Il faut que le secteur privé soit le moteur du développement. Grâce au secteur privé, nous allons pouvoir employer, donner de l'emploi, donner des revenus, permettre à des familles de retrouver une vie sociale normale. Et ça, il faut l'encourager. Au niveau du budget, le budget, effectivement, est financé à 53% au niveau des bailleurs de fonds. Mais il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise compréhension. Nous ne sommes pas prisonniers des bailleurs de fonds. C'est un choix. C'est un choix de trouver des financements pour permettre à nos populations d'améliorer leurs conditions de vie. 35% de notre budget est consacré au social. Santé, éducation, transport. Amélioration des conditions sociales.
je ne veux pas vous gaver de chiffres ici, mais revoyez le budget, je peux vous donner tous les indicateurs qui vont le dire. Il faut savoir que dans ces financements, de l'ordre de 53% de notre budget, c'est à travers des projets qui ont été étudiés par des responsables congolais, par des experts congolais. Personne ne nous a imposé en matière des infrastructures, de la santé, de l'éducation, les investissements que vous voyez réalisés et qui vont s'accentuer encore cette année-ci. Ce sont des projets d'investissement qui ont été étudiés par le gouvernement, qui ont été présentés aux bailleurs de fonds et qui ont pu obtenir l'aval des bailleurs de fonds pour le financement. Donc nous ne sommes prisonniers de personne. Je pense qu'il faut simplement se réjouir que le Congo est en train de renouer avec les institutions de Bretton Woods dans la confiance. Confiance qui veut que transparence de la gestion puisse être respectée, transparence de la gestion et bonne gouvernance. C'est surtout ça. Et je crois que si vous voyez que le gouvernement a pu obtenir décembre 2003 une enveloppe importante de l'ordre plus ou moins 4 milliards de dollars supplémentaires dans son enveloppe pour les investissements, c'est parce que le gouvernement a fait preuve de transparence de la gestion et de bonne gouvernance. Et c'est ce que nous devons continuer au niveau du gouvernement pour pouvoir faire bénéficier aux populations tous ces investissements. Bien sûr, une question revient directement, et j'anticipe, c'est de dire, mais qu'est-ce que la population, comment la population voit concrètement ces investissements venir? Elle va en bénéficier directement et exclusivement dans l'amélioration des infrastructures de base. Et les infrastructures de base sont importantes dans le cadre de la relance d'une économie. Vous ne pouvez pas demander à des investisseurs au niveau du secteur agricole, industriel, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas de port, s'il n'y a pas d'aéroport. Dans le domaine social, l'éducation, la santé, le logement, ce qui effectivement traîne, c'est au niveau des études des projets, la validation des projets. Où ça traîne également, c'est au niveau des appels d'offres. Parce que tous les dépenses, tous les investissements doivent se faire sur base d'appels d'offres. Et ça prend du temps. Les cahiers de charges, les appels d'offres, les ouvertures d'appels d'offres et les démarrages des travaux. Je peux vous assurer que le Congo est aujourd'hui un pays qui est en chantier. C'est un grand chantier. Et certainement la population va commencer à voir les effets, et si elle ne commence pas déjà à le voir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les différents projets qui vont démarrer d'ici peu. Oui, Ville Moleka de la RTNC. Monsieur le vice-président, on connaît la difficulté du gouvernement à mobiliser les recettes pour financer le budget. On sait que ça constitue aujourd'hui un malaise chronique pour le développement du pays. Alors, quels sont les ajustements que vous pourrez justement apporter pour remédier à ce problème? C'est ma première question. Et ensuite, vous avez parlé des banques dans votre réponse tout à l'heure. Et les banques aujourd'hui jouent plutôt un rôle de bureau de change. Comment est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous pourrez redonner aux banques leur rôle initial? Merci. Merci pour ces questions. Tout d'abord, la mobilisation de recettes est une priorité au niveau de notre gouvernement. On ne peut pas se passer de la mobilisation des recettes. C'est grâce à la mobilisation de recettes que nous pouvons entamer tous les programmes du gouvernement vis-à-vis donc des populations. Le paiement des fonctionnaires, le paiement des militaires, le paiement de la police, les budgets au point de vue investissement en capital, le fonctionnement des institutions font que lorsque nous dépensons sur base caisse, ce qui est la norme aujourd'hui, dépenses sur base caisse, nous ne dépensons pas en dehors de ce qui rentre dans le compte général du Trésor.
C'est ça le secret de la stabilité monétaire. C'est ça le secret de la maîtrise de l'inflation. Sur base de ça, nous n'avons pas le choix. Il faut que le gouvernement puisse arriver à mieux canaliser les recettes de la DGI, de la DGRAD, de l'OFIDA. Et là, il y a un grand défi, c'est la lutte contre la corruption. Il y a un grand défi, c'est la lutte contre la fraude. Fraude et corruption parfois organisées même par les agents de ces entreprises. Et ça, il faut le dénoncer. Et là, la presse doit le dénoncer, doit aider le gouvernement qui, s'il n'ouvre pas l'œil ou s'il n'a pas la possibilité d'accéder à l'information, il faut lui amener des éléments. Pas des rumeurs, des éléments précis, des éléments de preuve. C'est sur cette base que les responsables du gouvernement pourront agir efficacement pour stopper la fraude, stopper la corruption. Ça veut dire qu'il y a un secteur informel très important dans notre pays, un secteur qui n'est pas quantifié économiquement. Et ça, par des mécanismes de contrôle, d'amélioration de la perception au niveau des recettes, l'informatisation des ressorts fiscaux, l'identification du contribuable. C'est tout un travail que le ministère des Finances est en train de mettre en place, et vous allez voir que d'ici la fin du mois, il va y avoir des mesures importantes qui seront prises quant à la perception de ces revenus qui doivent entrer et participer au niveau du budget de l'État. Ce n'est pas de l'harcèlement fiscal que nous allons faire, c'est simplement que l'État va mettre les mécanismes pour entrer dans ses droits, en fonction des lois et des règles qui sont prévues déjà dans les textes. Les banques ont un rôle important à jouer en tant qu'intermédiaires dans le système financier. Elle n'est pas simplement un bureau de change, mais véritablement doit jouer son rôle entre l'État, à travers la Banque centrale, et le public. Des mesures importantes ont été prises par le gouvernement à travers la Banque centrale pour permettre l'accès dans le secteur bancaire de nouveaux investissements, de nouvelles banques. Vous avez vu que le gouvernement a accordé l'agrément il y a 2 semaines à une banque sud-africaine. D'autres banques attendent, internationales, pour entrer dans le secteur. Nous avons assoupli les conditions d'accès dans le secteur bancaire. Bien sûr, on doit veiller que n'importe qui ne vienne pas pour y installer une institution financière, une banque. Et c'est comme ça que vous avez entendu aussi que le gouvernement a mis en place une loi contre le blanchiment de l'argent et une loi antiterroriste. C'est justement pour permettre de mieux contrôler que ceux qui vont investir dans le secteur ne s'en servent pas à d'autres fins qui sont beaucoup plus juridiquement, beaucoup plus pénales. La Banque centrale finance également le secteur économique. Bien sûr, ce qu'il faut essayer de réclamer, c'est que l'enveloppe du financement au niveau des banques commerciales soit beaucoup plus importante. Mais je vous rappelle, nous ne pouvons pas créer de la monnaie de manière arbitraire. La création de monnaie est contrôlée, elle est limitée, et le Trésor, à travers la Banque centrale, dans sa politique monétaire, ne finance qu'une quantité bien définie au niveau du secteur privé à travers les banques commerciales. C'est par la mobilisation de recettes, par l'accroissement au niveau de la croissance au niveau économique, des activités économiques, la création de richesses, que nous allons amener le gouvernement par des moyens accrus à intervenir davantage dans le secteur privé. Un volet qui est important, dont le gouvernement se bat avec les institutions internationales, c'est d'obtenir des financements pour le paiement de la dette intérieure. Et ça, c'est un élément qui va jouer en faveur de la reprise économique, le paiement de la dette intérieure. L'OGEDEP, depuis plusieurs mois, a été sensibilisé avec une maison d'audit locale de pouvoir certifier les dettes de l'État vis-à-vis du secteur privé. Ça a été fait aujourd'hui. Pour que le paiement de cette dette se fasse dans la plus grande transparence, le gouvernement a mis en place une commission de paiement de la dette intérieure, lequel la FEC fait partie, le gouvernement, la Banque mondiale. Nous avons déterminé le volume, le stock de cette dette intérieure. Nous avons pu obtenir de la Banque mondiale les premiers financements pour le paiement de cette dette, de 42 millions de dollars.
et cette dette va commencer à être payée. Les négociations maintenant sont pour fixer la décote entre cette dette parfois qui date avant 1900, avant 2000, 1997 et de 2000. Nous sommes en train de négocier la décote. Tout ça se fait dans la plus grande transparence. Lorsque le chiffre définitif sera négocié, connu, nous négocierons avec des bailleurs de fonds pour obtenir les financements nécessaires pour rembourser la dette que l'État doit aux entreprises privées, intérieures. C'est important. Je crois que vous comprenez les implications de ce paiement. Lorsque le paiement de la dette sera fait, nous pourrons créer des emplois supplémentaires, nous pourrons relancer l'investissement et bien sûr nous pourrons continuer à mieux distribuer la richesse à l'intérieur. Monsieur le vice-président, j'ai deux petites questions. La première, vous avez déjà répondu en partie, mais je voudrais y revenir quand même. Vous avez dit que la bonne gouvernance exige la transparence de la gestion. Alors je voudrais savoir quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement prend pour que nous puissions atteindre le point d'achèvement qui est en 2006 dans le cadre de l'initiative PPTE. Parce qu'aujourd'hui, au moins un des indicateurs que le gouvernement ne veut pas y arriver, le gouvernement n'affiche pas les dépenses. Pour que nous sachions, nous puissions juger que voilà, le gouvernement veut la bonne transparence et affiche ses propres dépenses que nous ne connaissons pas. La deuxième question, en fait, qui est une question générale, des mesures sont prises chaque jour. Les unes sont connues par les publics, les autres ne sont pas connues. Mais en fait, nous voudrions savoir quelle est la politique économique du gouvernement, la vision générale du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire en matière économique? Les mesures sont soit localisées, soit des mesures ponctuelles, mais une vision générale, partagée par le gouvernement, que le peuple peut soutenir. Nous n'avons pas cette vision-là. Quelle est la politique économique du gouvernement, à part le fait que nous voyons qu'il y a un partenariat avec les institutions de Bretton Woods que vous avez tout à l'heure évoqué, mais c'est une expérience que nous connaissons dans le pays et elle n'a pas été heureuse. Voilà mes deux questions. Tout d'abord, je pense que c'est peut-être par manque de communication, mais la chaîne de dépenses qui a été mise en place permet aujourd'hui de confirmer qu'aucune dépense ne peut être faite si elle n'est pas budgétée. C'est cela qu'intervient le ministère du Budget pour l'engagement au niveau de la dépense, la liquidation de la dépense. La dépense liquidée doit correspondre à une rubrique précise au niveau du budget. Engager, la dépense va au niveau du ministère des Finances pour contrôle, pour exécution, ce qui donne l'occasion d'émettre un titre qui va à la Banque centrale et le montant est viré, payé au niveau de la Banque centrale. C'est ça la transparence de la gestion. C'est qu'une dépense ne peut pas directement aller à la Banque centrale ou directement aux finances si elle n'est pas reprise dans le budget. Les comptes sont audités par la Cour des comptes. Le Parlement, à une commission économico-financière, peut se saisir à tout moment des dépenses. Donc il n'y a pas de secret. Toutes les dépenses se font dans la transparence. Et c'est un des critères également que le gouvernement s'est engagé de respecter la chaîne de dépenses. Et nous y veillons. Nous y veillons. Au niveau du ministère du Budget, nous avons accru et exigé que les demandes de dépenses qui se font à travers les ministères sectoriels, lorsqu'il s'agit de payer des travaux fournis par les entreprises privées, que la commission d'adjudication puisse travailler. On ne peut plus et on doit éviter de passer des marchés de gré à gré. Les marchés font l'objet d'adjudication. Et il y a même des marchés de gré à gré qui ont été passés par certains ministères qui ont été annulés. Pour les imprimés de valeur, vous le savez, les plaques automobiles, vous le savez, les matriculations, ça a été annulé parce que ça n'a pas répondu à la loi de la transparence de la gestion d'appel d'offres. Voici les deux mesures principales: chaîne de dépenses, la commission d'adjudication au niveau du ministère du Budget qui doit
dans tous les cas de dépenses, en dehors du fonctionnement, les dépenses de capital, même au niveau de la consommation, doit faire l'objet d'appels d'offres. Alors, la deuxième question. Voilà, la politique économique du gouvernement. Le point, vous avez parlé de beaucoup de choses, du point d'achèvement. Le point d'achèvement pourra être décidé à partir du moment dans le cadre du PEC, le programme économique du gouvernement, sera appliqué. Le gouvernement, dans sa politique, veut assainir le cadre macroéconomique, les indices macroéconomiques, relancer les investissements, stabiliser l'inflation, contrôler les finances publiques, c'est-à-dire maîtriser les dépenses au niveau de l'État, en soignant la qualité et la quantité de la dépense, améliorer les recettes au niveau budget, c'est-à-dire mieux mobiliser les régies financières. Voilà un peu, de manière globale, au niveau macroéconomique. Au niveau maintenant microéconomique, assainir le climat des affaires, c'est-à-dire prendre des mesures comme nous avons prises, le projet de loi est au niveau du Parlement, la réduction du nombre de taxes et d'impôts vis-à-vis des entreprises publiques et privées. Nous connaissons une inflation, nous avons connu aussi une inflation de taxes, d'impôts qui ont été créés et qui faisaient à un moment donné que les entreprises subissaient un harcèlement. C'est pour ça qu'à un moment donné, au mois de novembre l'année dernière, le gouvernement a pris des mesures, au mois d'octobre, pardon, le gouvernement a pris des mesures pour stopper et mettre un moratoire au niveau de l'harcèlement administratif, fiscal que subissaient les entreprises privées, afin d'harmoniser au niveau du gouvernement quelles sont les taxes qui doivent être effectivement payées. Et ce projet de loi est au niveau aujourd'hui de l'Assemblée, va être voté, j'espère, dans les jours qui viennent, pour améliorer le climat des affaires. Voilà un peu d'une manière globale, je ne veux pas rentrer ici dans les détails secteur par secteur, les mesures qui sont prises. Certes, toutes les décisions qui sont prises vont dans ce sens. Toutes les décisions qui sont prises vont dans le sens de ce que je viens de vous dire ici. Et je l'ai dit ici, il faut mieux canaliser les recettes au niveau de l'impôt. C'est irrégulier de payer des chèvres, de payer des poules comme taxe. C'est une aberration. Et c'est vrai que ça se passe à l'intérieur du pays. Mais c'est ça, le changement de la mentalité qui doit s'opérer à tous les niveaux. Au niveau de la population qui doit connaître leurs droits, c'est important. Et vous êtes là pour faire connaître les droits de la population et les obligations au niveau de la population. Mais également au niveau des dirigeants, des responsables, les services qui perçoivent ces recettes, ils doivent connaître également leurs obligations en cette matière. Et il faut les aider. Peut-être que la communication ne suffit pas, il faut l'améliorer. Un changement, un développement dans un pays passe par un changement de mentalité. Et il appartient à tous les Congolais, responsables, la population, de pouvoir s'imprégner du changement au niveau de la mentalité. Donc, je veux simplement vous rassurer, ce ne sont pas les choses que nous cautionnons. Nous allons veiller. Je sais que le ministère des Finances est en train d'entreprendre des grands chantiers à ce sujet-là. Et nous souhaitons bien sûr que les résultats prochainement puissent et vont être connus. Allons-y. Oui, Rose Lucano, RTNC Katanga, en mission à Kinshasa. Monsieur le vice-président, je voudrais revenir sur cette confiance
entre les institutions de Bretton Woods et le gouvernement congolais que vous aviez évoqué, qui est renoué. Cela est concrétisé par les 4 milliards qu'ils ont pu nous accorder depuis décembre dernier. Ma préoccupation est de savoir la première tranche. Il était question qu'elle puisse être débloquée en mars. Est-ce que vous pouvez, Avril Wivine Mehdi, est-ce que vous pouvez nous confirmer si c'est déjà fait ou pas? En fait, je relève cette question parce qu'il y a toujours un contraste entre la paupérisation de la population et ce que vous aviez dit, que la population va voir les retombées de tout cela dans les semaines, dans les jours à venir. Nous restons toujours dans les vagues, monsieur le vice-président, avec ce langage politicien. On voudrait savoir si vous pouvez nous confirmer que c'est déjà fait. Comme ça, nous allons compter à partir de ce moment-là pour qu'on puisse suivre, s'assurer qu'il y a effectivement des retombées. Et toujours dans l'ordre des 4 milliards qu'on a gagnés, on a fait beaucoup de bruit là-dessus. Nous voulions savoir, je voulais savoir pour précisément le compte de la RTNC Katanga, quelle est la part de la GECAMINE là-dedans? La GECAMINE, c'est vrai, elle n'est plus à l'époque de la grande GECAMINE. Nous parlons tous depuis un certain temps de sa privatisation. Monsieur le vice-président, je rappelle ici que c'est un patrimoine quand même de l'État. Dans la privatisation, est-ce que le gouvernement compte quand même avec cette nouvelle structure qui va se faire, laquelle? Parce que ce qui se fait jusqu'ici avec les différents partenariats, on a dénoncé d'ailleurs beaucoup de ces contrats léonais qui ont été signés dans ce sens-là, mais qui opèrent jusque-là. La nouvelle structure de la GECAMINE, elle sera là quand? Parce que dans l'entretemps, il y a bien des minerais qui partent à l'étranger. Est-ce que le gouvernement congolais n'a pas ce souci quand même de conserver quelque chose dans son patrimoine? Je vous remercie. Merci. Tout d'abord, je dois vous dire que la première tranche va certainement être débloquée dans les jours qui viennent. En dehors, je pense, les 10 jours qui viennent. En fait, il reste dans la formalité que nous devons accomplir, c'est le vote au niveau du budget. On nous a promis que dès lundi, mardi au plus tard, le vote interviendra au niveau donc de l'Assemblée. Pardon. Dès que le vote est intervenu au niveau de l'Assemblée, le président de la République doit pouvoir signer le décret donc accordant ce prêt. Le premier prêt sera de 200 millions de dollars. Donc nous espérons qu'il va tomber dès que les formalités sont accompagnées, je pense en disant les 10 jours. Ces 200 millions de dollars, 85 millions vont aller dans l'appui budgétaire. Ça veut dire le gouvernement va décider de l'affectation en respectant bien sûr les critères d'amélioration au niveau des conditions sociales de la population. 42 millions doivent aller pour la retraite au niveau de la fonction publique, le paiement des retraités de la fonction publique, 42 millions de dollars. C'est une première tranche, ça ne suffit pas, il en faudra encore. Plus ou moins 42 millions et demi de dollars, je vous parle de mémoire, devraient aller dans le remboursement, le début de remboursement de la dette intérieure. 25 millions de dollars devraient pouvoir aller dans l'aide au niveau de 2 entreprises, l'une qui est la Régie des eaux et l'autre qui est la SNEL. Donc vous serez bien sûr, le public sera informé du jour où ces fonds vont arriver et immédiatement le gouvernement va pouvoir mettre en œuvre les programmes qui ont été décidés au niveau du budget dans le cadre de l'appui budgétaire pour faire profiter au niveau des populations cet appui budgétaire. En ce qui concerne la GECAMINE, c'est une préoccupation. Vous vous souviendrez que j'ai conduit une délégation au Katanga. Le problème de la GECAMINE a été posé d'une manière claire. La GECAMINE a besoin d'une restructuration. Restructuration ne veut pas dire privatisation. Restructuration, en l'occurrence, dans le management de l'entreprise, et restructuration également dans la relance même
et le redimensionnement de l'entreprise et des activités de l'entreprise. Ça fait l'objet d'une étude approfondie au niveau de bureaux d'experts. Nous en avons eu les conclusions et nous sommes maintenant à la phase d'exécution après avoir discuté avec les responsables de la GECAMIN de cette restructuration. J'avais critiqué la fraude massive des minerais qui quittent le Katanga et qui sortent en fraude. J'avais critiqué l'épuisement anarchique des gisements de la GECAMIN par les entreprises locales. Et malheureusement, il faut le dire, ce sont les entreprises parfois qui bénéficient de soutien de certaines autorités, y compris les autorités locales. Et ça, c'est inacceptable. Le ministère des Mines a été chargé et doit mieux encore se concentrer à mettre de l'ordre dans ce secteur. J'avais demandé qu'on puisse identifier tous ces acteurs qui travaillent dans l'anarchie, que tout cela puisse signer des contrats avec la GECAMIN, qui est propriétaire de tous les gisements, afin de pouvoir faire bénéficier à la GECAMIN et à la province de tous ces investissements qui ont eu lieu, notamment dans les fours de traitement de l'hétérogénite. Les problèmes également au niveau du Katanga, c'est le manque de contrôle au niveau de l'OFIDA de la frontière du poste à Kasumbalesa. Et là, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, est en train et va démarrer la construction d'un entrepôt sous douane qui, j'espère, va mieux contrôler et mieux canaliser toutes ces importations et exportations sur cet axe-là. Donc le gouvernement est soucieux par le problème de la GECAMIN, est soucieux par le problème de l'avenir des travailleurs de la GECAMIN, du rôle qu'a joué et que peut jouer encore la GECAMIN avec ses investisseurs locaux dans la province. Vous avez également suivi que le gouvernement a accepté de pouvoir accorder le traitement de gisements à Kolwezi, des rejets. C'est un investissement de plus ou moins 350 millions de dollars qui va démarrer dans les mois qui viennent. Les autorisations ont été données. D'autres projets encore très importants et des investissements, des gros investissements du même ordre vont être réalisés et accordés par le gouvernement prochainement aussi à des entreprises internationales. Je crois que l'idée n'est pas de privatiser la GECAMIN en tant qu'entreprise. Elle doit jouer son rôle. L'idée, c'est de favoriser des partenariats entre la GECAMIN et des investisseurs qui viendraient exploiter les gisements miniers, pour autant, bien sûr, que les intérêts tant de l'État, de la GECAMIN et des partenaires soient préservés. Donc il n'est pas question de brader la GECAMIN, il n'est pas question de brader les gisements, il est question, dans le cadre de partenariat entre la GECAMIN et les entreprises, tant nationales qu'internationales, de mieux contrôler l'exploitation des gisements miniers. Mais toute la fraude qui existe dans ce domaine doit cesser. Et le gouvernement va mettre en œuvre, si ça ne suffit pas, les moyens coercitifs pour faire cesser ces investissements anarchiques d'exploitation d'hétérogénite au niveau du Katanga. La dernière question en économie, et puis on va passer au social. Placide Lorozo, correspondant permanent de Télé Africa, la chaîne gabonaise sur satellite. Monsieur le vice-président, il y a pratiquement plus d'une année, j'étais ici comme envoyé spécial à une réunion des opérateurs économiques français, réunis autour du MEDEF, le patronat français. Ils ont été reçus par le gouvernement et par les opérateurs économiques congolais. Et depuis lors, aucune trace de leur passage. Il y a plus d'un mois aussi, les Belges sont arrivés ici en masse. Ils sont arrivés en masse, les Belges, je veux dire, les opérateurs économiques belges. Apparemment, rien ne se dessine sur ce plan. Alors, qu'est-ce qui peut bien justifier ce retour sur la pointe des pieds des opérateurs économiques étrangers, alors que nous parlons de l'assainissement économique, de l'assainissement des relations avec les différents pays européens et les milieux financiers étrangers. Deuxième question, toujours liée au recouvrement. Nous savons que parmi les sources devant renflouer les caisses de l'État, il y a le recouvrement des recettes au niveau des différentes provinces. Or, il s'avère que certaines provinces qui étaient sous contrôle
les ex-rebelles ne parviennent pas à envoyer de l'argent au niveau du trésor public. Comment se présente la situation au niveau des provinces qui étaient sous le contrôle du MLC? Je vous remercie. Merci. Tout d'abord, je dois vous dire que l'arrivée de délégations d'hommes d'affaires étrangers, la multiplication de ces délégations, il y a encore une délégation du MEDEF qui va venir prochainement, d'ici je pense au mois de mai. Ce sont des bons signes. Ce sont des signes qui montrent que le Congo redevient intéressant dans le domaine de l'investissement. Ce sont des délégations qui viennent d'abord écouter, prendre des renseignements, ils repartent. Ils reviennent pour installer des bureaux de liaison, ils repartent. Et la troisième phase, ils viennent pour effectivement effectuer les investissements. Et je pense que nous allons arriver à la troisième étape. Beaucoup ont laissé ici ce qu'ils appellent des bureaux de liaison au niveau de leur entreprise, qui font le lien entre notre pays et leur entreprise. Et il faut attendre la troisième phase, qui devra intervenir, j'espère, et nous faisons tout au niveau du gouvernement, que cette étape intervienne le plus rapidement possible, c'est l'investissement. La décision d'investissement. Création d'emplois, importation des équipements, début de la production, c'est ce que nous attendons à l'heure actuelle. En ce qui concerne les recettes autrement sous contrôle autres des provinces que j'appelle réunifiées, nous avons au niveau du gouvernement, dans les premières décisions, envoyé des missions qui ont sillonné tout l'intérieur du pays pour faire l'état des lieux. À leur retour, nous avons décidé du principe de l'unicité du trésor public. C'est-à-dire que la Banque centrale, le ministère des Finances, a le contrôle de tous les comptes du Trésor au niveau de tout le pays. Il appartient au ministère des Finances de mettre tout en œuvre, et je pense qu'elle est en train de mettre tout en œuvre pour le contrôle des recettes. S'il y a encore des cas d'indiscipline au niveau des instructions qui ont été données, nous recherchons des cas bien précis et nous allons les sanctionner. J'ai fait venir ici, vous vous souviendrez, il y a un mois plus ou moins, tous les coordonnateurs et les responsables des provinces des régies financières. Nous avons signé avec eux les contrats de performance. Le premier mois vient de s'écouler, le mois de mars, où chacun, les uns et les autres, des responsables, vont être jugés par la sanction tant positive que négative. Nous avons parlé de la sanction positive et négative. Nous attendons les chiffres maintenant, les statistiques, qui doivent permettre de donner office par office et également province par province les réalisations par rapport aux objectifs qui ont été assignés au niveau du ministère des Finances à chacune de ces entreprises. Donc ce sont des objectifs mensuels. Il appartient au ministère des Finances de pouvoir encore et d'une manière accrue cadrer la perception de ces recettes, mais il n'est vraiment, ça va faire l'objet d'aucun doute à votre yeux, il n'y a personne qui peut camoufler des recettes qui sont perçues dans les territoires autrement qu'on appelle rebelles, les territoires réunifiés aujourd'hui.